La réforme ne date pas d'hier. C'est Jacques Chirac qui l'a engagée en 2007, à la fin de son mandat. Il aura fallu attendre plusieurs années avant qu'une loi soit finalement votée et validée. C'est important qu'il puisse y avoir un système de respiration démocratique qui, en cas extrême, permet de dire au président de la République vous ne pouvez pas continuer parce que vous avez commis une faute suffisamment grave. Une autre procédure de destitution existait déjà, mais cette réforme apporte plusieurs différences. Elle ne parle plus de haute trahison et utilise une formule plus large. Le président peut désormais être destitué si l'on constate un manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Cette loi ne concerne que des cas exceptionnels. Dans les faits, il est assez peu probable qu'elle soit appliquée. Un crime contre l'État, une trahison, c'est des situations de cette nature qui précisent les conditions dans lesquelles on peut engager la destitution du président de la République. Oui, vraiment extrême. Pour enclencher la destitution, 10% des sénateurs ou des députés doivent signer une résolution. De nombreuses étapes sont ensuite prévues, entre autres la validation du texte par la commission des lois, le vote du Parlement ou encore la comparution du président devant ce qu'on appelle la haute cour. La lourdeur de cette procédure a un but, éviter sa banalisation. De M. Macron. J'en appelle ainsi aux parlementaires de la France insoumise et à M. Mélenchon au premier chef. J'en appelle aux parlementaires du Parti communiste, aux parlementaires de l'extrême gauche, aux parlementaires de EELV, aux parlementaires du Parti socialiste. J'en appelle aux parlementaires du Front National, à commencer par Mme Le Pen. J'en appelle à M. Dupont-Aignan. J'en appelle à tous les parlementaires de bonne foi, y compris ceux qui sont aux Républicains ou au Parti socialiste, pour qu'ils s'allient tous, à titre conjoncturel, pour la mise en œuvre de l'article 68 de la Constitution qui prévoit la destitution du président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de sa fonction. M. Macron a décidé seul d'une action qui risque de nous entraîner vers une guerre mondiale, sur l'affirmation d'une action criminelle sans aucune preuve, sur une affirmation qui a potentiellement pu être inventée de toutes pièces par Washington, en violant la charte de l'Organisation des Nations Unies, en bafouant le droit international, en piétinant l'esprit de la démocratie, et notamment l'esprit de la Ve République et de toute démocratie qui prévoit que les déclarations de guerre sont votées par la représentation nationale. Si avec une telle accumulation de forfaits, les députés restent silencieux et considèrent qu'il ne s'agit pas d'un manquement à des devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de la fonction de président de la République, alors ça veut dire que cet article 68 ne sera jamais mis en œuvre. En réalité, nous n'avons pas affaire à un simple mouvement de protestation contre une taxe sur l'essence. Ça, c'est ce que voudrait faire croire le gouvernement. En fait, cette taxe sur l'essence a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En réalité, nous avons affaire à un tsunami, peut-être même à un début de processus révolutionnaire. Les Français, dans leur très grande majorité, j'en rencontre beaucoup, en ont ras-le-bol du sort qui leur est fait, de constater que la politique de M. Macron, depuis 1 an et demi qu'il est arrivé au pouvoir, consiste à donner toujours plus d'argent aux milliardaires et de taper toujours plus sur les classes moyennes et les classes populaires, et tout ceci pour avoir des résultats économiques qui sont proprement catastrophiques. Ajoutons à cela le mépris ostensible que M. Macron affiche vis-à-vis de ses compatriotes, puisque dès qu'il met le pied en dehors de l'Hexagone, il se met à critiquer la France et les Français. Ajoutons à cela une conduite souvent indécente de sa part, ou de la part d'ailleurs de son épouse qui dépense, telle la Pompadour, maintenant des centaines de milliers d'euros, on apprend ça tous les jours, en frais de vaisselle, en frais d'aménagement de telle ou telle partie de l'Élysée. Au total, tout ceci provoque une espèce de phénomène de ras-le-bol contre le président de la République. Face à ça, qu'est-ce que propose la scène politique française? À l'extrême droite et à droite, Mme Le Pen, M. Philippot, M. Dupont-Aignan n'ont rien trouvé de mieux que de proposer une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est vraiment se moquer du monde. Car qui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale en France? Le président de la République, M. Macron lui-même. Ça veut donc dire que ces opposants d'opérette, en fait, veulent rechercher la solution en demandant « S'il vous plaît, M. Macron, essayez de nous trouver la solution ». Il est bien évident que Macron ne va pas dissoudre l'Assemblée nationale puisque la probabilité serait très forte que la nouvelle Assemblée lui envoie une majorité hostile. Plus exactement, il ne s'y résoudrait qu'en toute dernière extrémité si l'ensemble de la France était en fait en grève.
En réalité, Mme Le Pen, M. Philippot, M. Dupont-Aignan protègent M. Macron. Ils veulent faire croire que c'est encore lui l'arbitre de la situation, alors que les Français, justement, ne veulent plus de M. Macron. C'est sa personne elle-même qui maintenant fait l'objet des slogans dans les manifestations « Macron démission, Macron destitution ». À gauche, nous avons appris ce soir que le groupe communiste de l'Assemblée nationale, le groupe GRD, de pair avec le groupe de la France insoumise de M. Mélenchon, a décidé la semaine prochaine de déposer une motion de censure en vertu de l'article 49, alinéa 2. Une motion de censure, vous le savez, consiste à censurer non pas le président de la République, mais le gouvernement. Le gouvernement. M. Mélenchon et les communistes font semblant de croire que le mal viendrait de M. Édouard Philippe. De qui se moque-t-on ? On n'entend pas dans les manifestations des gens qui disent « Édouard Philippe, démission ». Tout le monde a bien compris que le Premier ministre n'est qu'un exécutant des décisions qu'impose le président de la République. J'ajoute d'ailleurs que pour déposer cette motion de censure, il faut 10% des députés, c'est-à-dire il faut 58 députés. Et j'ajoute que, de toute façon, tout le monde sait que cette motion de censure sera rejetée, puisqu'il faut une majorité de 289 voix pour pouvoir que cette motion de censure soit adoptée, et le groupe En Marche à l'Assemblée nationale possède à lui seul une très large majorité, avec 309 voix. D'ailleurs, j'ajoute que ce n'est pas la première fois qu'il y a une motion de censure qui est déposée depuis que M. Macron est à l'Élysée. Ça sera la troisième, et la troisième fois, elle sera rejetée. À quoi joue donc M. Mélenchon? À quoi joue donc le groupe communiste en faisant croire aux Français que la solution viendrait dans l'utilisation d'une procédure qui a déjà été 2 fois retoquée et qui le sera une 3e fois, et qui a pour conséquence de s'attaquer à un lampiste, le Premier ministre, et à protéger M. Macron. En définitive, les masques commencent à tomber. En définitive, il n'y a pas, à l'Assemblée nationale, de députés qui prennent sur eux les revendications des foules qui traversent la France et qui demandent Macron destitution. En d'autres termes, et je voudrais ici répondre à l'argument que j'ai vu ici ou là, où l'on nous dit « mais vous exagérez, on ne peut pas utiliser la procédure de destitution contre M. Macron au motif qu'il y a une politique qui ne vous plaît pas et au motif qu'il aurait voulu imposer une taxe sur les produits pétroliers. » Mais nous ne sommes pas débiles, ça n'est absolument pas notre position. Nous ne demandons pas la destitution du président de la République parce qu'il veut imposer une taxe sur les produits pétroliers. Nous demandons la destitution du président de la République parce que nous avons dressé la liste qui fait l'objet de ce qu'on appelle une proposition de résolution qui doit être déposée par 58 députés au bureau de l'Assemblée nationale, une liste de 10 manquements aux devoirs du président de la République manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Ces 10 manquements, ce sont 10 violations de la Constitution française. Parce que ça n'est pas vrai qu'un président de la République a le droit de faire toutes les politiques. Bien sûr, il y a une large latitude d'action pour le président de la République. Mais tout président de la République doit quand même d'abord et avant tout respecter notre loi fondamentale, c'est-à-dire notre Constitution. En particulier l'intégrité du territoire, en particulier le fait que la France est une république sociale, en particulier le fait qu'il doit protéger l'indépendance nationale. Allez regarder notre document, faites-le circuler et vous verrez que nous sommes les seuls vrais opposants à M. Macron. Ce dont souffre la France, c'est que, à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun député, pour l'instant du moins, qui ait le courage minimum de faire ce qu'ont fait les députés d'opposition au Brésil, ce qu'ont fait les députés d'opposition en Corée du Sud, ce qu'ont fait les parlementaires vis-à-vis de l'affaire Nixon ou de l'affaire Clinton aux États-Unis d'Amérique. C'est tout simplement d'exercer le pouvoir que leur donne la Constitution pour obliger le président de la République à respecter la Constitution. Vous me permettrez de terminer en attirant l'attention de toutes celles et tous ceux qui me font confiance et qui veulent bien écouter mes analyses, sur le fait qu'il est quand même inimaginable de voir M. Mélenchon nous expliquer à longueur de journée que la Ve République aurait tous les défauts du monde, qu'elle imposerait des dérives monarchiques. M. Mélenchon prétend nous proposer une 6e République. Mais lorsque nous demandons à M. Mélenchon de se saisir de l'article 68 de l'actuelle Constitution, qui permet la destitution du président de la République lorsqu'il se livre justement à des dérives monarchiques, manifestement incompatibles avec l'exercice du mandat de président de la République, eh bien M. Mélenchon, d'un seul coup, comme on l'avait vu à Marseille, se met à 4 pattes devant M. Macron. Bien entendu, je me doute que probablement la procédure aura du mal à franchir ce 2e stade pour déboucher ensuite sur la haute cour, puisqu'il faudrait pour cela obtenir les 2 tiers de la majorité à l'Assemblée nationale.
Mais il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout pour lancer une procédure. Ça n'est d'ailleurs pas les 70 députés qui ont voté en faveur de la motion de censure qui vont me contredire, puisque leur 3e motion de censure, une nouvelle fois, a été rejetée. Mais si c'est si important pour l'ensemble des Français de lancer cette procédure de destitution, c'est parce que pour la première fois, cette procédure pourrait aller au-delà de celle qui avait été lancée fin 2016 contre M. Hollande et qui avait en fait avorté parce qu'elle était mal conçue. C'est pour la première fois on pourrait avoir une procédure de destitution qui a jusqu'à un débat national à l'Assemblée nationale et au Sénat. Imaginez que l'ensemble de la presse nationale, régionale, locale, mais aussi de la presse internationale s'emparerait de cette disposition et dresserait la liste des 12 violations de la Constitution française auxquelles, selon nous, M. Macron se livre depuis qu'il a été élu président de la République. Ce serait donc pour M. Macron, il serait obligé, il serait placé dans la situation de devoir s'exprimer, de devoir rendre des comptes aux parlementaires et de devoir rendre des comptes non seulement aux journalistes français, mais aux journalistes internationaux qui lui demanderont comment il est possible d'être à la tête d'un parti politique, par exemple, qui piétine à ce point le texte même de la Constitution. Dans aucune autre démocratie au monde, on ne tolérerait 1/100 des violations auxquelles M. Macron se livre avec notre Constitution, et que vous allez leur demander jusqu'à ce qu'ils cèdent, jusqu'à ce qu'ils se fassent les représentants du peuple français qui veut que le président de la République leur rende des comptes publiquement. Et si ces députés et sénateurs continuent à refuser de le faire, eh bien nous nourrirons de nouveau le tableau qui se trouve actuellement en ligne sur notre site et qui permet à chacun de savoir qui est qui et notamment de démasquer les faux opposants qui encombrent la scène politique française. Ce tableau est très important. Nous avons eu énormément de félicitations de très nombreux Français qui découvrent avec effarement que des prétendus députés ou sénateurs d'opposition en réalité sont là pour protéger Macron lorsque il y a un sujet fondamental qui arrive. Je terminerai en rappelant que la procédure de l'article 68 est la seule procédure de la Constitution qui peut être déclenchée contre le président de la République sans son accord. Il y a d'autres projets que nous souscrivons, comme par exemple le référendum d'initiative populaire ou référendum d'initiative citoyenne. Nous le proposons depuis 11 ans. Mais pour que ce référendum ait lieu, il faut avoir une modification de la Constitution, ce qui donne le beau rôle au président de la République et qui est, pour l'instant, toutes les procédures de révision de la Constitution ont été faites par le président de la République. L'autre façon serait que la majorité de l'Assemblée nationale propose une réforme de la Constitution. En revanche, l'article 68 est la seule procédure contre laquelle M. Macron ne peut rien faire si 58 députés et 35 sénateurs décident de déférer les griefs que nous avons contre Macron devant les bureaux des assemblées respectives. Nous devons absolument poursuivre ce combat. Je peux vous dire, parce que je le sais, que de nombreux députés et de très nombreux sénateurs sont extrêmement embarrassés parce qu'ils ne savent pas comment refuser de nous donner satisfaction alors que nous avons raison. J'ai déposé des amendements qui sont des amendements aussi tordus. J'ai déposé un amendement comme quoi je demandais à ce que les ministres fassent un stage avant de devenir ministre. Alors, par exemple, le ministre de la Justice, elle ferait un stage en prison. J'ai déposé des amendements c'est une bonne idée, qui ne sont pas si tordus que ça, mais sur la demande de parité sociale dans l'hémicycle, à savoir qu'aujourd'hui, on a un ouvrier et encore sur 577 députés. La parité de genre, c'est bien, mais peut-être qu'on peut aller plus loin et proposer d'aller vers de la parité sociale. Bon, j'en ai d'autres exemples qui sont intéressants dans votre journal de député sur les radars. Les recettes issues des
amendes payées. En plus, d'autant que la vitesse va peut-être être limitée à 80 km/h au lieu de 90, donc les radars vont encore normalement gagner plus d'argent. Pas les radars eux-mêmes, mais l'État en tout cas. Et vous dites que les recettes issues des amendes payées par les automobilistes doivent servir à développer les transports en commun. Ça paraît tellement évident. Et voilà un amendement qui devrait être adopté et voté par tous. Oui, mais bon, voilà, j'en ai déposé un paquet. Ça, je sais pas, je crois pas qu'il soit du groupe, celui-là. Mais j'en ai déposé un paquet. Là, sur la SNCF, j'ai déposé, par exemple, qu'il fallait qu'il y ait 1000 km. C'est une promesse de campagne que j'ai faite. 1000 km de train gratuits pour tout le monde. Chaque Français a le droit. En gros, ça fait un aller-retour à la mer. C'était un truc du Front populaire. Donc, quand vous les déposez, vous savez que ça sert à rien ou pas? Bah oui. Oui, je sais que ça n'a aucune chance d'être. Donc vous vous amusez à les déposer. Non, mais c'est bien dommage. Je m'amuse. Je vais vous dire, c'est toujours la même chose. C'est la fonction de tribune. D'abord, on s'entraîne. Là, j'ai l'impression de taper contre un mur. Mais il y a un internaute qui, sur Facebook, m'a dit c'est comme ça qu'on s'entraîne au tennis, c'est en tapant contre le mur. Moi, j'ai le mur d'en marche, je tape dessus, je m'entraîne. Je sais pas si un jour peut-être qu'on aura le pouvoir, mais je me serais entraîné avant de l'avoir sur le mur d'en marche. Pourquoi Monsieur Mélenchon, Monsieur Ruffin, Monsieur Quatennens, Monsieur Bernascilis, etc. Pourquoi les députés de la France Insoumise ne font pas comme Monsieur Marlin? Nous, on va l'aider, Monsieur Marlin. Il a eu le courage d'être le premier, il faut l'aider. Allez-y. Je crois avoir vu, d'ailleurs, on m'a fait passer une vidéo du député Bernascilis du Nord, qui, je me rappelle, était venu me voir lorsque on avait participé à la foire de Lille. Il était venu avec M. Quatennens, très gentiment. M. Bernascilis, je me rappelle, avait un gentil sourire. Il me rappelle, on avait discuté voilà, comment dirais-je, de façon très républicaine, comme ça avait été dit. Et il me semble avoir vu une vidéo où il montrait qu'il était quand même assez intéressé par la destitution. Donc, je m'adresse à tous ces députés, même si vous avez dans un premier temps répondu non, vous pouvez très bien changer d'avis, puis nous, on mettra votre nouvelle réponse. C'est d'ailleurs M. Marlin, dans un premier temps, nous avait envoyé une lettre un petit peu comme ça, peu engageante. C'est dans un deuxième temps, après avoir étudié notre dossier et en présence de nos militants, qu'il a décidé, comme je le disais tout à l'heure, de lancer la procédure de destitution. Je ne voudrais pas m'arrêter à la France insoumise. Je voudrais m'adresser au groupe GDR, des communistes notamment. Il y a un député qui nous a écrit, qui a écrit à l'un de nos adhérents, c'est arrivé il y a 2 jours, qui s'appelle Jean-Paul Lecoq, qui est un député donc communiste, et qui nous a écrit que c'était quand même très intéressant notre idée de procédure. Que pour l'instant, il s'en tenait encore à la motion de censure. Enfin bon, la motion de censure, ça va, elle a été votée par 70 députés. Et que sinon, il envisageait l'hypothèse des référendums d'initiative populaire. Mais il nous a pas dit non, il n'a pas fermé la porte. Donc je voudrais m'adresser à ce député. Monsieur Lecoq, faites, et monsieur Bernascilis pour France Insoumise, essayez de venir, d'aider monsieur Marlin des Républicains, en dehors de toute opération partisane. Il s'agit de sauver les Français, de faire que les Français imposent au président de la République de respecter la Constitution, tous les articles dont nous avons montré précisément qu'ils sont violés. Et puis on ne va pas s'arrêter là. Je voudrais lancer cet appel également aux députés du Front National, du Rassemblement National, à Madame Le Pen, à Monsieur Alliot, à tous ces députés qui sont, il y en a une dizaine je crois, qu'attendent-ils pour faire comme Monsieur Marlin? Qu'attend Monsieur Dupont-Aignan? Monsieur Dupont-Aignan aussi doit se joindre à ce mouvement. Qu'attend Monsieur Lassalle? Allez-y. Et puis, puisque Monsieur Marlin a saisi le groupe des Républicains avec Monsieur Jacob, je m'adresse aussi ici à tous les députés républicains qui se joignent au mouvement. Parce que nous pourrons avoir comme ça au moins 120, 120, 130, 140 députés qui pourraient lancer la procédure de destitution et qui pourraient influer sur leurs collègues au Sénat. J'ajoute, et je terminerai cette fois-ci définitivement, que quand on examine notre dossier, il n'y a pas photo. Soit la Constitution française est un torchon avec lequel on peut faire tout et n'importe quoi et qu'il n'y a jamais de sanction, soit on considère que c'est la loi suprême qui protège les Français de l'arbitraire de l'exécutif et des dérives dictatoriales. Une constitution, normalement, c'est ça. C'est pour ça que c'est très important.
de faire respecter une constitution. Et quand vous les déposez, vous savez que ça sert à rien ou pas? Bah oui, oui, je sais que ça n'a aucune chance d'être. Donc vous vous amusez à les déposer. Mais c'est bien dommage.